C'est sa première prise de parole dans un média audiovisuel depuis de longs mois. Il parle en exclusivité ce soir sur BFM TV. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir Bruce Toussaint. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. Il s'est passé beaucoup de choses en un peu plus de 24 heures. Vous avez été condamné hier matin à 4 mois de prison avec sursis pour avoir donné une gifle à votre épouse. Votre groupe vous a exclu de l'Assemblée nationale, en tout cas de son giron, pour 4 mois. Les autres partis de la NUPES ne veulent pas entendre parler de votre retour. Vous-même, vous avez émis des soupçons sur le rôle du ministère de l'Intérieur dans la médiatisation de votre affaire et Gérald Darmanin a décidé de porter plainte contre vous pour diffamation. J'ajoute que vous avez aussi, chez nos confrères de La Voix du Nord, dénoncé un lynchage médiatique et que vous avez parlé aussi d'une réécriture malhonnête de l'histoire par votre femme, puisqu'elle est toujours, même si une procédure de divorce est en cours, votre épouse. J'ai beaucoup de questions à vous poser ce soir, Adrien Quatennens. Mais d'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous et au fond, pourquoi avez-vous décidé aujourd'hui de rompre le silence? D'abord, Bruce Toussaint, je vais commencer par vous dire que j'ai l'habitude, depuis quelque chose comme un peu plus d'1 an, de me retrouver comme ça, en face à face, dans un fauteuil avec quelqu'un pour évoquer ma vie privée. Mais d'habitude, il n'y a pas de caméra, j'ai pas de micro dans les mains et la personne qui est devant moi n'est pas journaliste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça n'a rien d'évident. Et puis d'habitude, quand je vous retrouve vous, c'est pour parler de politique et en temps normal, on aurait parlé des réformes actuelles. On n'est pas là pour ça ce soir. On parle bien d'un psychologue, d'un psychanalyste, évidemment, qui s'occupe de vous donc. D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que je vis depuis maintenant 4 mois, avant même la médiatisation, la politisation, c'est d'abord et avant tout une épreuve personnelle dont je n'ai rien vu venir. C'est-à-dire que cet été, au mois d'août, je suis parti en vacances, en famille, juste avant les universités d'été de mon parti politique. Et au moment du retour de ces vacances, sans qu'il n'y ait eu d'incident entre nous, assez brutalement, mon épouse a rompu la communication entre nous avant de m'annoncer son intention de divorcer. On viendra peut-être, si vous le souhaitez, plus dans le détail. Précédemment, mais pas pendant les... Voilà, je n'avais pas du tout vu venir cette annonce de divorce, et puis bien évidemment, je n'avais pas non plus vu venir ce qui s'est annoncé après. Il y a eu ce dépôt de main courante, et avant ce dépôt de main courante, dans le cadre d'une dispute autour de notre divorce, j'avais été menacé par mon épouse qui m'avait dit: si le divorce ne se fait pas à l'amiable et à toutes mes conditions, je peux faire exploser ta carrière politique. Et visiblement, les menaces ont été mises à exécution. Je ne veux pas du tout minimiser, on en reparlera, les faits que j'ai reconnus. Ce soir, mon épouse, dès le début de cet entretien, vous avez décidé de, j'allais dire, contre-attaquer. Non, j'essaye de rétablir, j'essaye de dire ma part de vérité, puisque pour l'instant, elle n'a pas pu être entendue pour la raison que mon épouse est victime d'une gifle que j'ai reconnue, que j'ai regrettée à l'époque, que je regrette toujours aujourd'hui. On en reparlera peut-être. Et ce statut-là, je ne le lui conteste pas. J'ai d'ailleurs hier été sanctionné pour ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, il y a eu le déroulement des faits que vous connaissez. C'est que jusqu'à ce stade-là, c'est l'histoire peut-être malheureusement assez banale que vivent plein de Français, d'une histoire d'amour qui se termine. Celle-ci se termine dans le bureau d'une procureure. En revanche, ce qu'il y a de moins banal, Bruce Toussaint, c'est qu'ensuite, évidemment, sitôt que mon épouse avait déposé cette main courante, il y a eu en effet ce que moi j'ai appelé un lynchage médiatique. Pendant 3 mois, je me suis tu, plus exactement, j'ai réservé ma parole à la justice, pensant qu'elle seule pourrait rétablir les faits. Et j'ai vu cette espèce de cirque où ma vie privée a fait l'objet de milliers d'articles de presse, où tout le monde était sommé de commenter mon divorce, mais personne ne se trouvait à l'intérieur de cette vie de couple, ne savait ce qui s'y passait et sa complexité. Vous savez bien aussi, Adrien Quatennens, parce que ce sujet est au cœur actuellement d'un large débat dans notre société. J'aimerais juste revenir un instant. Vous avez choisi de démarrer cet entretien en nous disant que vous étiez suivi par quelqu'un pour bien comprendre, puisque vous avez choisi de le révéler. On parle de quoi? D'une thérapie conjugale, d'une thérapie personnelle? Une thérapie personnelle. Il y a eu un temps... une tentative de thérapie conjugale, en effet. Oui. Il y a une thérapie personnelle où je ne traite pas spécifiquement de cette gifle. Elle a été évoquée dans le cadre de cette thérapie. Mais c'est pour gérer votre violence que vous avez absolument pas, psy? Absolument pas, parce que je le dis, Bruce Toussaint, la violence n'a jamais caractérisé cette relation. Il y a eu 2 années compliquées, peut-être on va y revenir, 2 années d'intenses ruptures et d'intenses retrouvailles, mais d'aucune manière cette histoire peut... être estampillé du sceau des violences conjugales. Oui, il y a eu une erreur de ma part, une faute. Il y a eu des faits aussi qui ont été commis par mon épouse, mais j'ai réservé cela à la justice. Ce que je veux dire en tout cas, et vous me demandiez pourquoi je prends la parole ce soir, c'est que je crois sincèrement, Bruce Toussaint,
que si le combat féministe, qui est un combat juste, auquel je crois même personnellement, et toujours aujourd'hui, si le combat contre les violences faites aux femmes me prend pour cible d'autant plus confortable que j'ai reconnu une faute, alors je crois qu'elle se trompe de cible. Je le dis, je ne suis pas votre homme, je ne suis pas un agresseur, je ne suis pas un homme violent parce que j'ai reconnu une gifle. J'ai été condamné pour une gifle, en effet. Je ne suis pas un agresseur. Mais je ne pense pas que... Vous êtes condamné par la justice à 4 mois. On peut même revenir directement tout de suite sur cette décision du tribunal de Lille. 4 mois de prison avec sursis pour violence sans incapacité commise par conjoint, 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Tout cela a été lors d'une CRPC, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 4 mois avec sursis. Comment est-ce que vous jugez vous-même cette peine? Écoutez, dès l'instant où il y a eu ces fuites dans la presse, où toutes sortes de personnes ont associé mon nom à l'idée de violence conjugale, j'ai fait ce choix contre l'avis de nombreux conseils. Vous le regrettez? Non, absolument pas. Je le regrette pas parce que c'est un choix personnel que j'ai fait, qui a été y compris imposé à mon entourage. J'ai dit, écoutez, moi, dès l'instant où on m'a informé de cette main courante, j'ai dit, écoutez, moi, sur 13 ans de vie commune, je sais le peu de choses qui peuvent m'être reprochées dans des moments très précis, et j'ai préféré les dire plutôt que de les cacher. Et il y a eu une enquête fouillée, Bruce Toussaint. Honnêtement, je souhaite le même déploiement de moyens, la même rapidité pour toutes les femmes qui auraient à passer la porte d'un commissariat. Vous savez, moi, tous les jours, depuis le début de cette histoire, je reçois des témoignages de femmes battues que j'accompagnais comme député, que je continue à accompagner, qui m'envoient des copies de leurs plaintes avec des constatations de blessures atroces faites par des médecins légistes et qui déplorent auprès de moi qu'il n'y ait pas de suite à leur plainte déposée à cette heure. Alors qu'en effet, en 4 mois, et je m'en félicite pour cette affaire, 4 mois avec sursis, la gifle de c'est mérité, a été traitée. Écoutez, je pense que c'est une peine qui est sévère, mais j'ai choisi de l'accepter. C'est-à-dire que, écoutez, à partir du moment où j'ai reconnu un certain nombre de faits, ça s'est passé avec ce que vous appelez une CRPC. Pourquoi? Parce que le principe de cette CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est précisément dès l'instant où l'auteur reconnaît les faits. Et cette gifle datait de plus d'un an. Je veux le dire aussi parce que certains ont pensé que c'est suite à l'annonce de divorce qu'il y aurait eu un fait de violence dans notre couple. Et en réalité, cette gifle, elle est datée. De la même manière, les SMS dont on a parlé... On parle de 300 SMS en quelques jours. Dès l'instant où, imaginez, vous rentrez de vacances, la communication se rompt brutalement. Évidemment, il y a eu beaucoup de SMS, des SMS à caractère amoureux, Bruce Toussaint, dont il a été reconnu. Alors la qualification pénale, c'est malveillant parce qu'il y a cette histoire de réitération, mais des SMS dont il a été reconnu, le juge l'a redit hier au tribunal, qu'il n'était pas menaçant, pas agressif. Ce sont des messages on a du mal à croire que si vous envoyez « je t'aime » à votre femme, on vous parle de SMS malveillants. Ah bah, si vous voulez, on vous fournira éventuellement ces SMS, mais c'est bien le cas. Alors évidemment, ce sont des messages où plutôt que de faire un message de 10 lignes en un envoi, je peux avoir fait plusieurs messages spontanés parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'il y a eu une enquête fouillée, il y a eu de nombreuses auditions, il y a eu de nombreux témoignages, il y a eu des expertises psychologiques, il y a eu mon téléphone et celui de mon épouse qui ont été passés au crible. Et l'enquête a conclu que je n'étais pas coupable de violences répétées, que je n'étais pas coupable de harcèlement, et a reconnu finalement ce que j'avais moi-même reconnu publiquement. C'est-à-dire cette gifle datée de plus d'un an. Elle l'a exprimé dans un communiqué. Et ces SMS. Et donc, j'ai été condamné pour ces faits. Absolument. Elle prétend le contraire. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Ça, je ne peux pas le laisser dire. Parce que précisément, si les déclarations de mon épouse dans la presse ont davantage de valeur que les conclusions d'une enquête judiciaire, alors il faut me dire comment je suis censé rétablir les faits. Est-ce qu'il faut que je dévoile nos photos d'événements récents, les échanges que nous avons eus par SMS avant cette annonce de divorce, pour montrer que le climat qu'elle décrit ne correspond pas à la réalité? Vous-même expliqué il y a quelques instants que la fameuse gifle datait d'1 an. Oui. Donc on peut aussi se demander si cette relation n'était pas une relation conflictuelle, difficile, voire violente. Elle n'était pas violente, elle était difficile depuis à peu près 2 ans. Si vous voulez que je vous résume un peu
cette histoire de couple. Moi, j'ai rencontré celle qui sera bientôt mon ex-femme en 2008. J'étais étudiant. J'ai rencontré quelqu'un au passé douloureux. Et les premières années ont été des années difficiles où il a fallu être une épaule. Je l'ai été pendant des années pour l'accompagner. Puis on a trouvé une forme de quiétude. Nous nous sommes mariés en 2014. Ensuite, il y a eu mon entrée en politique, la députation. Évidemment, la vie politique est une broyeuse pour la vie personnelle. Pour autant que j'ai toujours veillé à préserver ma vie personnelle, à y réserver du temps, à y consacrer du temps, à m'investir beaucoup dans cette histoire de couple à laquelle je n'ai jamais renoncé. Puis en 2019, il y a eu la naissance de notre enfant. Et à partir de là, mon épouse a eu une relation très exclusive, très fusionnelle avec notre enfant. Et nous avons connu des difficultés de couple. Et en 2020, au moment du confinement plus précisément, c'est moi qui suis parti du domicile conjugal pendant 2 mois. Et j'y suis revenu quasiment aussi vite que j'en étais parti, avec beaucoup de fulgurance, avec la détermination de sauver ce couple. D'abord parce que j'avais toujours des sentiments pour mon épouse, mais aussi parce qu'elle m'imposait des conditions absolument détestables pour voir ma fille sur le parking de notre résidence. Je ne pouvais pas voir ma fille au-delà de ce parking. Et quand la vie conjugale a reprise, j'ai accepté beaucoup de choses, sans doute trop, pour payer cette erreur d'être parti pendant 2 mois. Par exemple, pour rentrer chez moi le soir, je n'avais pas les clés de mon domicile, je devais sonner à la porte pour pouvoir y rentrer. Je devais me rendre aux événements familiales seul, en père célibataire, parce que mon épouse avait décidé de ne plus y participer, alors que la vie conjugale avait repris. Et c'était à cette époque qu'il y a eu des disputes et qu'il y a eu notamment cette gifle. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Ce jour-là, nous avons une dispute sérieuse où il y a des menaces réciproques, disons, des choses assez bêtes sur des biens matériels. Et il y a ce geste. L'objet de la dispute, si je m'en souviens bien, était autour de suspicions, autour de l'usage du téléphone portable. Et il y a eu ce geste qui m'a échappé. Et je dois dire que, pour moi, ce geste a été immédiatement regretté. C'est-à-dire que je remercie toutes celles et ceux qui ont beaucoup de choses à dire depuis. D'ailleurs, Bruce Toussaint, je dois vous dire que dans le traitement médiatique qui m'a été réservé, il faut le dire, il y a aussi une certaine hypocrisie parce que j'ai eu l'impression parfois, pour une gifle reconnue, d'avoir été comparé à, je sais pas, un meurtrier, un violeur ou quelqu'un qui aurait commis des faits incommensurablement plus graves. Il y a certaines personnes qui se sont trouvées sur vos plateaux où des heures d'antenne ont été consacrées à mon cas, qui s'indignaient de manière... Une gifle, c'est grave. Mais bien sûr, et je ne le conteste pas. Je veux insister sur ce fait, Bruce Toussaint. On ne peut pas minimiser... Vous ne me verrez jamais, moi-même, minimiser ce geste. Laissez-moi simplement vous dire... Et lorsque vous dénoncez ce lynchage médiatique, vous êtes inaudible, Adrien Quatennens. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Je crois, Bruce Toussaint, au contraire. Parce que vous savez, ces 3 derniers mois, même si, y compris, il y a une période d'arrêt maladie, que certains ont beaucoup moqué, mais qui était véritablement un arrêt maladie. Vous connaissez le jeu politique, mais... le jeu médiatique. Vous-même, vous y avez participé pendant des années. Et vous y participerez peut-être toujours avec beaucoup de précautions. Ce que je veux dire, en tout cas, Bruce Toussaint, c'est que parmi les gens qui, sur les plateaux de télé, avaient vite fait de me juger, de donner leur avis, de s'indigner pour cette gifle, beaucoup, une fois les caméras éteintes, disaient il est en train de faire l'objet d'un traitement odieux. Et beaucoup, y compris de ceux qui me chargeaient la barque, une fois les caméras allumées. C'est la comédie humaine. Lorsqu'elles étaient... Adrien Quatennens, vous la connaissez par cœur. Laissez-moi juste dans le dire. monde politique et laissez-moi le dire, monde médiatique. Je vous laisse terminer, mais je voudrais qu'on revienne quand même juste. On va y revenir, mais laissez-moi le dire. Je vous en prie. Des gens qui disent c'est un traitement odieux, c'est un fait de vie privée, et qui disent également des gestes que eux ont pu avoir dans leur vie. Je crois que entre le théâtre médiatique, Bruce Toussaint, et les gens que j'ai pu croiser dans la rue ces 3 derniers mois, y compris des gens qui ont une expérience de vie, qui ont une expérience de la vie de couple, de ce qu'elle veut dire, de ses difficultés, je suis sûr que mon témoignage et cette histoire fait écho à beaucoup de réalités. Je peux comprendre que vous ayez été sensible à ces choses-là. Néanmoins, j'aimerais revenir un instant sur ce qui s'est passé. Parce que, encore une fois, pour comprendre et pour aller au fond des choses, bon, ce jour-là, si j'ai bien compris, vous vous disputez pour une histoire de téléphone ou d'ordinateur, parce qu'en gros, vous aviez des soupçons, ce qui arrive dans certains couples, d'ailleurs. C'est ça l'histoire ? Oui. Oui. Et je dois vous dire que... Et là, vous pétez un plomb, comment est-ce qu'on peut dire les choses clairement ? Lorsque ce geste a eu lieu,
Et lors de l'enquête, d'ailleurs, il m'a été proposé, moi, de porter plainte contre mon épouse pour des faits que j'ai dénoncés. Pourquoi? Je n'ai pas souhaité le faire. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Écoutez, de toute façon, vous avez, je crois... Porter plainte, c'est grave. Vous avez accès au dossier, je pense. Donc, de toute façon, étonnamment, d'ailleurs, cela n'a pas fuité. Peut-être qu'on parlera après des fuites dans la presse qui sont aussi très sélectives. Mais en tout cas, je n'ai pas souhaité porter plainte parce que, précisément, ce sont des faits isolés et qui ne caractérisent aucunement notre vie de couple. D'ailleurs, le soir où il y a eu cette gifle que j'ai portée et que j'ai regrettée, la vie de couple a repris son cours immédiatement. Nous en avons discuté et je ne l'ai pas minimisé. Je m'en suis beaucoup excusé. Je l'ai reconnu même devant des proches. Et j'ai compris que là, on était arrivé à un point de rupture de communication. C'est d'ailleurs à ce moment-là que, pas nécessairement lié à cette gifle, mais dans ce contexte de difficultés et de rupture de communication dans notre couple, et des difficultés que j'avais moi aussi à le gérer personnellement, moi qui voulais sauver ce couple, et qui était plein d'espoir, que j'ai entrepris cette thérapie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est que avant le tribunal médiatique, avant même Madame la procureure hier, mon tribunal personnel a fonctionné. J'ai pas eu besoin, avec tout le respect que j'ai pour mes camarades Sandrine Rousseau et Clémentine Autain, je n'ai pas eu besoin d'elles pour comprendre qu'une gifle était un problème. Et d'ailleurs, je le dis toujours, je la regrette toujours aujourd'hui. Vous avez exprimé des regrets immédiatement? Bien sûr. Ce jour-là? Bien sûr. Des excuses reformulées depuis, y compris auprès de nos proches. Et je vous pose la question presque, même si c'est pas à moi de le faire, Bruce Toussaint. Mais peut-on considérer qu'une faute, parce que c'est une faute, caractérise un homme ou peut le résumer? Là est la question qui est aussi posée. Ça dépend la fonction de cet homme. Mais je crois précisément que votre position fait que, malheureusement pour vous, ça vous caractérise parce que vous avez un devoir d'exemplarité en tant qu'élu de la nation, député même, c'est pas rien d'être député. Ce devoir d'exemplarité, ça veut dire que la faute est absolument interdite. Je veux dire, évidemment, si j'avais été un homme qui battait sa femme, si j'avais été rendu coupable de violences répétées, on n'en serait pas exactement aux mêmes proportions. Il y a la question de la proportion, de la gradation, de la mesure, de la complexité d'une situation. Et en disant ça, je ne veux surtout pas minimiser le fait pour lequel j'ai été sanctionné et accepté ma sanction. Notre entretien a démarré il y a une dizaine de minutes. J'entends quelqu'un qui, au fond, se considère comme victime depuis 10 minutes. C'est pas vous la victime, Adrien Quatennens. Mais vous vous trompez. C'est votre femme. Je ne considère pas du tout que ma femme ne soit pas victime. J'ai été sanctionné par la justice pour cela. Qu'est-ce qui vous fait dire dans l'échange que j'ai avec vous, où je fais preuve de l'honnêteté que j'ai toujours voulu suivre depuis le début de cette affaire, que je chercherais à me victimiser? Non, je ne cherche pas à me victimiser en vous disant qu'il y a eu une période compliquée dans ce couple, qu'il y a eu ces moments où je devais sonner chez moi pour pouvoir y rentrer, que c'était émotionnellement difficile à supporter, qu'il y a eu ces moments, Bruce Toussaint, où, avec tout ce que je subissais, je me retrouvais parfois dans le bureau, dans notre appartement, en me disant « Écoute Adrien, jusqu'ici tout va bien, même si c'est loin d'être idéal, le soir tu es aux côtés de ta petite fille, tu t'occupes du bain quand tu es là, tu t'occupes de son coucher, et puis tu vas dans le lit conjugal le soir, même si... tu subis des choses que peut-être tu ne devrais pas subir pour réparer cette erreur que tu as commise d'être parti pendant 2 mois. C'est finalement profondément ça qu'il se passe. Et vous savez, ça ne fait pas de moi une victime, mais je dois dire cette part de vérité. Je ne peux pas laisser réécrire l'histoire sans par exemple vous dire qu'aujourd'hui encore, je subis des choses que je ne devrais pas subir. Par exemple ? Écoutez, depuis le milieu du mois de septembre, après cette main courante dont mon épouse disait ne pas vouloir de suite, ni médiatique ni juridique, puis qui s'est transformée en plainte, sans fait nouveau, évidemment, il m'a été conseillé de quitter le domicile conjugal. Et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait temporairement en me disant, voilà, il y a un divorce, il va y avoir des décisions de prise. Il y a quelques jours de cela, lorsque je venais chercher ma fille pour le week-end, désormais toujours en présence d'un témoin, mon ex-compagne m'a fait injonction de lui rendre les clés du domicile. Un domicile dont aujourd'hui je paye le loyer, où les effets personnels se trouvent, dont je suis responsable civilement, et elle exigeait que je lui rende les clés. Je lui ai dit, rien de m'y contraint à cette heure, je ne viens plus jamais sans te prévenir, uniquement pour mon droit de visite auprès de notre enfant. J'ai dit, écoute, puisque tu insistes, je vais appeler mon avocate et elle va me dire ce que je dois faire s'agissant de ces clés.
J'ai pris mon avocate en haut-parleur, je lui ai décrit la situation à ce moment précis. Elle m'a dit non, monsieur Quatennens, vous n'avez pas à vous soumettre au fait de rendre ces clés. Juridiquement, légalement, rien ne vous l'impose. Et mon ex-compagne de me répondre, Adrien, si tu ne me rends pas les clés immédiatement, demain je retourne au commissariat et je t'en rajoute une couche avant ton entretien avec la procureure le 13. Voilà le contexte aussi dans lequel j'évolue aujourd'hui. Cette scène que vous nous racontez, qui par ailleurs est une scène que beaucoup de couples vivent aussi lorsqu'ils sont en procédure de divorce. Et je ne minimise pas cette histoire d'affaires, mais je veux dire, est-ce que cette scène que vous nous décrivez pourrait être à l'origine, par exemple, des accusations de votre femme? C'est ce que vous êtes en train d'essayer de me faire comprendre? Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que, en quelque sorte, depuis qu'il y a cette affaire, il y a un sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir, et des choses que je dois accepter que peut-être je ne devrais pas accepter. Voilà tout ce que je dis, tout simplement. De la même manière, s'agissant des conditions de la garde de notre enfant, à cette heure, nous ne sommes pas encore divorcés, et pour autant, on m'impose les conditions minimum pour voir ma fille, ce que je ne peux pas supporter. Alors le 23 novembre dernier, en effet, il y a cette déclaration à l'AFP de Céline Quatennens, votre épouse, qui raconte une autre histoire. Et qui dit, au-delà de la gifle, il y a des colères, des crises, des violences physiques et morales depuis des années. Ça ne ressemble pas à l'histoire que vous me racontez. J'en suis d'accord. Ça n'y ressemble pas du tout et c'est pour ça que je ne peux pas le laisser dire. Parce que, encore une fois, s'il y a eu ces 2 années compliquées, s'il y a eu des disputes, il n'y a pas eu ces scènes de violence répétées qu'elle décrit. Et il suffirait honnêtement, mais la question est après celle-ci, si une enquête judiciaire conclut au fait que je ne suis pas coupable de violences répétées, conclut au fait que je ne suis pas coupable de harcèlement, mais que des déclarations dans la presse ont plus de valeur qu'une décision de justice, il faut me dire comment je dois rétablir les faits, encore une fois. Question de bon sens. Mais réfléchissez à la temporalité dans laquelle ces déclarations à l'AFP ont été faites. 23 novembre. Écoutez, le 17 novembre, on apprend que je ne serai pas renvoyé devant un tribunal et que les faits de violences répétées ont été abandonnés, que le harcèlement a été abandonné et que sont retenus les faits de la gifle datée de 2021 et de ces SMS répétés à la suite de l'annonce du divorce, dont je redis qu'ils ne sont pas des SMS agressifs et menaçants, et ça a été encore dit hier au tribunal. Elle était présente au tribunal oui. Hier. Oui. Vous avez échangé quelques mots? Assez peu. Ce qui est surprenant et qui va sans doute vous surprendre, c'est que c'est spécialement difficile d'imaginer qu'une histoire d'amour de 13 ans se termine à la barre d'un tribunal pénal. Et dans les heures qui ont suivi, eh bien, nous étions ensemble dans la chambre d'hôpital de notre fille qui était hier hospitalisée pour une courte intervention chirurgicale. Et l'ambiance n'était pas du tout la même. Tout ça est assez... c'était très détendu. Voilà. Et c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'incohérences dans tout cela. Et ces incohérences, elles n'ont pas été relevées, Bruce Toussaint, et y compris dans le traitement médiatique. Par exemple, il y a cette première main courante, et puis ensuite, le 23 septembre, je crois, je reçois un SMS de mon épouse qui me dit « Adrien, si tu m'écris encore pour autre chose que ce qui concerne notre enfant, je serai contrainte de déposer plainte. » Elle parlait des SMS amoureux suite à l'annonce du divorce. Elle me dit « Si tu m'écris encore pour d'autres choses que ce qui concerne notre enfant, j'irai déposer plainte. » L'enquête l'a révélé, j'ai strictement obtempéré à sa demande. C'est-à-dire dès lors qu'elle m'a expliqué qu'elle était incommodée par ces SMS, j'ai immédiatement cessé de lui envoyer, dès le vendredi soir. Et le lundi qui suit, j'étais reçu au commissariat pour ma première audition avec mon avocate. Et j'apprends, alors que j'étais auditionné pour une simple main courante, j'apprends à ce moment-là, et d'ailleurs le policier de me dire « Écoutez, sans fait nouveau, il y a un changement de stratégie. Madame est revenue, juste avant votre audition, déposer plainte et transformer ses mains courantes en plainte, alors que j'avais obtempéré à sa demande. » De la même manière, quelques jours seulement après avoir déposé plainte... Attendez, laissez-moi juste dire ça. Non, mais, en fait, vous parlez d'incohérence, vous parlez d'épisodes qui sont parfois contradictoires, et je voudrais juste comprendre, moi, en fait, vous êtes en train de nous dire quoi? Que une procédure de divorce, c'est difficile, c'est compliqué, et que parfois on utilise des armes qu'on trouve et pas forcément les bonnes. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Je vais vous donner des éléments. D'abord, je termine sur ces incohérences.
quelques jours seulement, et ça personne ne l'a su non plus, personne ne le sait à cette heure, quelques jours seulement après avoir déposé plainte pour harcèlement, mon épouse est retournée au commissariat pour se plaindre que je n'étais plus au domicile conjugal. Vous voyez bien que tout ça montre qu'il y a une volonté d'influer dans ce divorce, dont elle m'avait, je le répète, à l'origine et avant le dépôt de sa main courante, menacé de détruire ma carrière politique, c'est comme ça qu'elle l'avait dit, si je ne répondais pas à toutes ces exigences. Donc évidemment qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de questions sans réponse. Qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que c'est la garde de votre enfant? Est-ce que c'est oui. la prestation compensatoire? À l'heure qu'il est, oui, parce que je vais vous le dire très franchement, et d'ailleurs elle le sait, je n'ai pas l'intention de me battre pour de l'argent. Voilà. Même si je sais que depuis le début de cette affaire, qu'il y a une négociation si étrange que ça puisse paraître à cette heure toujours à l'amiable, je lui ai clairement dit que moi je ne voulais pas me battre pour de l'argent et que j'étais prêt à signer à ses conditions financières. En revanche, je ne suis pas d'accord quand elle me dit, Adrien, signe à toutes mes conditions et alors peut-être tu verras ta fille plus souvent. Non, je ne vais pas signer à contre-cœur un document qui m'impose le minimum, c'est-à-dire un week-end sur 2 pour voir ma fille. Et oui, évidemment, Bruce Toussaint, derrière tout ça, la temporalité de toute cette affaire, oui, c'est un divorce et je veux le rappeler. Mais vous dénoncez plus que ça, vous dénoncez quasiment un chantage médiatique. Quand on vous dit si tu ne me rends pas les clés immédiatement, demain je retournerai au commissariat et tu auras des nouvelles avant ton rendez-vous avec la procureure le 13, je ne sais pas comment vous le qualifiez vous, mais... Vous n'avez pas répondu tout à l'heure à la question sur la plainte que vous auriez pu déposer. Visiblement, c'est ce qu'on vous avait conseillé. Pour quel fait vous auriez pu porter plainte ? Ils sont dans le dossier et je ne vais pas vous les dire. Simplement vous dire une chose, Bruce Toussaint, c'est que si un officier de police judiciaire m'a proposé de porter plainte pour ces faits que j'ai dénoncés, c'est qu'ils ont une certaine gravité. Voilà. Mais encore une fois, je vous le dis, et à la décharge de... On parle de violence, on parle de quoi? De menaces? À la décharge de mon ex-compagne, je considère, moi, comme pour cette gifle que j'ai reconnue, que ça ne caractérise pas notre vie de couple. Je veux dire, tous les couples connaissent des disputes. Fort heureusement, tous ne connaissent pas des gestes déplacés qui peuvent leur échapper, mais ça fait partie aussi de la vie. Et il faut travailler pour que ça ne se reproduise pas. Il faut travailler pour éviter ça, évidemment. Mais je pense qu'il faut de la proportion et de la mesure. Et moi, je ne considère pas que ces faits soient constitutifs de violence conjugale. Et c'est la raison pour laquelle, y compris parce que je souhaite l'apaisement dans cette affaire, je n'ai pas décidé de porter plainte contre mon ex-compagne. Des gestes déplacés dont vous avez été victime, si je comprends bien. Encore une fois, j'essaie de décrypter ce que vous ne voulez pas dire. Oui, mais je n'en dirai pas plus. La parole des femmes. Là, vous nous dites, en gros, ce soir, que il ne faut pas écouter la parole de cette femme. Je ne dis pas ça du tout. Vous voyez, vous me faites dire des choses... Le communiqué de l'AFP, vous me dites tout est faux. Vous me faites dire des choses que je ne dis pas. C'est bien la parole des femmes. Non, mais la parole d'une femme. Je vais vous dire, je souhaite véritablement, ça a toujours été mon combat politique et ça le restera. Aujourd'hui, je souhaite que toutes les femmes puissent être entendues de manière inconditionnelle et qu'il y ait des moyens pour cela. Et je vais vous dire, Bruce Toussaint, si vous voyez les témoignages que je reçois, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, de ces femmes qui, honnêtement, pour des faits graves, qui là sont de la violence répétée, des violences conjugales graves avec des blessures constatées et qui attendent toujours à cette heure des suites, oui, il faut des moyens supplémentaires pour cela et pour entendre, accueillir, pour avoir des enquêtes diligentées aussi rapidement qu'elles l'ont été dans ce cas-là. Je ne suis pas sûr que toutes les femmes, en effet, qui passent aujourd'hui la porte d'un commissariat pour ce type de fait, aient droit à une enquête aussi fouillée, avec des auditions, des témoignages, des expertises psychologiques et tout le reste. Et pourtant, il le faudrait, je le crois, oui, y compris pour prévenir, parce que je n'ignore pas, Bruce Toussaint, et c'est vrai, les associations ont raison de se battre pour cela. Il y a, oui, c'est vrai, un continuum, souvent, dans les violences. Et c'est la raison pour laquelle, dès lors, moi-même, que j'ai été capable de porter une gifle, je ne me le suis pas pardonné. Et j'ai choisi de faire le nécessaire, y compris de l'évoquer auprès, en effet, d'un thérapeute. Parce que c'est une ligne rouge, en effet. Le 11 octobre 2019, vous tenez un discours sur les violences conjugales. On va regarder ensemble ces images et on va se poser une question toute simple. Est-ce que vous pourriez encore tenir ces propos ? 117 femmes qui depuis 118, me dit-on même, 118, qui depuis début de l'année 2019 ont été tuées, soit par leur conjoint ou, et c'est aussi largement l'objet de notre discussion actuelle, leur ex-conjoint.
Combien de ces cas aurions-nous pu éviter? Une proportion significative d'entre elles avaient porté plainte, avaient déposé des mains courantes. Il y a donc parmi ces 118 féminicides un nombre significatif de cas qui étaient prévisibles et qui n'ont pas été prévenus. Est-ce que vous pourriez à nouveau, à l'Assemblée, tenir ces propos? Mais je n'ai pas une virgule à en retirer, Bruce Toussaint. Pas une. Et je vais même vous dire... Et vous imaginez ce qui se passerait mais... dans l'hémicycle? Et vous ne pourriez même pas terminer votre première phrase? Mais je trouve ça ridicule. Je vous le dis sincèrement, je trouve ça ridicule. Encore une fois, parce qu'une faute ne caractérise pas une personne, ne l'essentialise pas. Imaginez. C'est comme si vous disiez que quelqu'un qui demain va être retrouvé en train de fumer un joint va devenir trafiquant de drogue. Je veux dire, il faut de la proportion, de la mesure. Et puis surtout, les deux choses n'ont rien à voir. Et puis non, mais puis surtout, ce que je veux vous dire, Bossin, c'est que ce dont je me plains moi, ce n'est pas du fait que la main courante qu'a déposée mon épouse ait été prise au sérieux, comme je le réclamais dans l'hémicycle. Au contraire, je me satisfais, y compris que sa main courante à elle ait été prise au sérieux et qu'il y ait eu des suites aussi rapides que celles qui ont été diligentées. Non, ce dont je me plains, c'est des fuites médiatiques, du non-respect de l'enquête et du traitement absolument incroyable que cela a généré. D'ailleurs, très franchement, je vous le dis, je crois qu'il y a un monde entre, c'est vous qui avez même parlé tout à l'heure, je crois, de théâtre, entre ce théâtre médiatique et la réalité vécue. Bruce Toussaint, la plupart des gens que j'ai croisés dans la rue ces 3 derniers mois m'ont témoigné de leurs propres histoires de vie, et bien qu'ils ne minimisent pas eux non plus, ni ne se pardonnent certains gestes qu'ils ont pu commettre, m'expliquent ce qu'est une séparation difficile, un divorce douloureux et des tempêtes dans un couple. Et ça ne veut beaucoup de gens de la NUPES, hein, parce que écoutez, quand on les écoute, écoutez, ils n'ont pas de mots assez durs. Vous seriez surpris on va en parler, là c'est de la politique, mais moi en tout cas, en attendant, parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas que la politique dans cette affaire, pour moi il y a d'abord et avant tout l'épreuve personnelle que je suis en train de vivre et qui est douloureuse. Et ces témoignages, ces marques d'affection et ces témoignages de parcours de vie sont enrichissants, et y compris il y a quelque chose, je dois dire, de très générationnel là-dedans. Je sais que parfois il peut y avoir une rupture de confiance, y compris de la part des plus jeunes qui avaient confiance en moi, qui peuvent être aujourd'hui déçus. Et je leur dis une nouvelle fois, je ne crois pas qu'une faute puisse me résumer. En revanche, et c'est important, et je pense que peut-être vous pouvez en convenir, des gens qui ont plus d'expérience de vie, y compris de la vie de couple, peuvent quelque part se reconnaître dans cette histoire qui aurait dû rester privée et qui devient publique. Adrien Quatennens, ça fait quelques années, vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, que vous êtes au cœur des batailles politiques. Je vous ai connu moins compréhensif, avec d'autres adversaires politiques. Je vous ai trouvé souvent offensif lorsque certains avaient commis des fautes. Moi? Oui. Lesquelles? On va pas faire la liste, mais je vous ai dit tout à l'heure, je pense que je suis plutôt précautionneux en général, en ce qui me concerne. Donc vous restez député. Pour vous, j'allais dire presque, la question ne se pose pas. Non. Vous vous êtes posé la question. Non, encore une fois, si j'avais été l'auteur de violences répétées, si la question se serait posée, là c'est différent pour moi. Et puis surtout, si je le faisais, Bruce Toussaint, réfléchissez un instant. On parle depuis tout à l'heure de la confusion qu'il peut y avoir entre la vie privée et la politique, la justice et les médias. Si je démissionnais demain, ce serait un précédent, à mon avis, assez dangereux, qui ouvrirait la voie à toute instrumentalisation de la vie privée en politique. Et je le dis, y compris à ceux qui sont les plus sévères à mon égard. À l'Assemblée, nous sommes 577. 577 femmes, hommes, et je l'ai dit hier et je le redis, pas des surfemmes, pas des surhommes. Et donc des gens qui peuvent dans leur vie parfois commettre une erreur. Vous pensez que d'anciens députés qui ont été condamnés pourraient revenir à l'Assemblée? Ça ne vous poserait pas de problème? Je pense que tout dépend de ce pourquoi ils ont été condamnés. Pourquoi, après tout? Puisque vous faites la démonstration, si j'ai bien compris, qu'une faute est payée à partir du moment où il y a une condamnation, et que une fois que cette condamnation a été prononcée, la vie peut continuer. Sauf erreur de ma part, il me semble que c'est relativement le principe de ce que l'on appelle encore la justice, je crois, d'une part. Et puis par ailleurs, c'est plutôt le camp que je représente, dans lequel je me bats, la gauche,
qui a défendu le droit à la réhabilitation, à la seconde chance et au fait que quand une peine était exécutée, on ne méritait pas d'être banni à vie. Vous connaissez Pascale Martin ? Très bien, oui. Enfin, député de la France Insoumise d'Ordogne. Oui. C'est votre famille politique. Oui, bien sûr. Regardez ce qu'elle déclare. Ma position à moi, c'est qu'il aurait fallu l'exclure. Voilà, du groupe. Je fais partie du groupe parlementaire de la France Insoumise et donc ce groupe parlementaire a pris cette décision, donc je l'assume. Mais néanmoins, je pense que c'est peut-être même, j'ose employer ce mot, une erreur politique que nous avons faite parce qu'aujourd'hui, les plus jeunes se désolidarisent de notre mouvement La France Insoumise. Les mouvements féministes sont vent debout contre nous et sans doute qu'ils ont... ils et elles ont raison, enfin voilà, donc malheureusement le dossier n'est pas clos, hier avec cette décision collective que nous avons prise. Il ne faut pas rester sur le cas Adrien Quatennens, c'est vraiment dommageable, c'est déplorable, mais moi je vais continuer parce que cette question de société, on voit bien qu'on n'y est pas encore. Qu'est-ce que vous lui répondez à votre collègue ? D'abord, elle a tout à fait le droit de prendre ses positions politiques. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a... d'abord, il y a une décision collective qui a été prise par le groupe La France Insoumise. Cette décision, c'est une suspension de 4 mois. Mais il y a une petite déception personnelle pour moi, puisque Pascale Martin, c'est une militante qui est très engagée dans cette cause de la lutte contre les violences faites aux femmes, et qui a un parcours personnel qui est spécialement intéressant de ce point de vue. Et je suis étonné de ces déclarations que je découvre aujourd'hui parce que j'ai récemment eu l'occasion de passer 2 heures avec cette femme en tête-à-tête. Je l'ai demandé parce que c'est elle qui était parmi, en effet, les plus sévères à mon égard. Et il m'a semblé qu'une discussion et se raconter un peu nos parcours de vie avait un intérêt. Et lorsque je l'ai fait, nous avons eu un échange très enrichissant à l'issue duquel elle m'a dit « Je comprends mieux et tu pourras compter sur moi ». Je vois que visiblement, elle a changé d'avis. Jean-Luc Mélenchon, vous a-t-il parlé depuis hier matin ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Écoutez, le contenu de mes discussions avec Jean-Luc Mélenchon nous concerne. Ce que je peux vous dire, en tout cas, y compris parce qu'il a été beaucoup critiqué par ses prises de position au début. Mais je crois qu'en fait, cela montre bien le clivage qu'il y a entre ceux qui connaissaient l'histoire dans son ensemble, connaissaient davantage en tout cas l'histoire de ce couple et ce qui s'y passait, qui avait un lien peut-être plus privé avec moi. Et je crois que c'est le sens profond du tweet qu'on a beaucoup reproché à Jean-Luc Mélenchon. Dans lequel il disait que vous étiez courageux, reconnaissait qu'il y avait de quoi être surpris ou moi, je souhaite pas choqué. Je souhaite pas qu'on... Vous voyez, même quand j'ai reconnu cette gifle, certains ont dit cet exemple. Moi, je veux dire, je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que voilà, je voulais reconnaître au moment où on parlait de violence conjugale le fait le plus grave que j'avais commis pour dire voilà de quoi on parle. Je ne supportais pas qu'on puisse imaginer que je sois un homme qui battait sa femme. Voilà, Bruce Toussaint. Et comme cette faute avait été reconnue en privé, je ne voyais pas l'intérêt de la nier en public. Même si, attention, et là il y a un message qui est délétère, je dois le dire. Mais justement, vous pensez qu'il vous a rendu service en faisant cette déclaration ? Je vais revenir à Jean-Luc Mélenchon. Humainement peut-être, mais politiquement. Vous ne trouvez pas que le message qui a été envoyé quand certains aujourd'hui protègent des hommes et des femmes politiques mis en cause pour des faits autrement plus graves que ceux qui m'ont été reprochés, presque j'ai entendu des responsables politiques quasiment me reprocher d'avoir avoué. Le message qu'ils ont envoyé, c'est quelle que soit l'erreur que vous commettez, c'est d'ailleurs la bonne tradition en politique, nier. Et en effet, c'est vrai, Bruce Toussaint, moi on m'a dit, première heure de cours de droit à la faculté, on vous apprend qu'en France, quand vous avez un fait à vous reprocher, vous avez plutôt intérêt à nier. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. Et je découvre que quand on reconnaît une faute, qu'on pose un genou à terre, qu'on accepte une sanction, eh bien, l'acharnement redouble et fait de vous une cible d'autant plus confortable que vous avez reconnu un fait. Sur Jean-Luc Mélenchon, j'y reviens, pas ce qu'il a dit sur courageux ou pas, mais quand il a dit il prend tout sur lui. Ce n'était pas du mépris vis-à-vis de mon épouse qu'il connaît personnellement. C'est qu'il connaît cette histoire, il sait ce qu'il s'est passé à l'intérieur, puisque c'est un confident aussi, Jean-Luc Mélenchon, pour moi. J'ai une relation qui n'est pas que politique avec lui. Et voilà, je crois, pourquoi il a dit cela à ce moment-là. C'est parce que, encore une fois,
cette histoire, malheureusement, ne correspond pas au cas d'école et au discours préconçu sur le sujet. Voilà. Mais politiquement, j'allais dire même stratégiquement, il a crispé toute la NUP. Il a créé un sentiment qui était au fond très critiquable. Je le disais, il vous a pas vraiment rendu service. Et je crois que ça a fait de vous l'homme qui peut faire exploser la NUPES. Vous savez, Bruce Toussaint, depuis que la NUPES est née, on prédit sa mort tous les jours. Et je ne crois pas qu'il soit sérieux de dire que la survie de la NUPES soit conditionnée à ma mort politique. Je crois que ce serait vraiment pas sérieux que de le dire. Aujourd'hui, c'est assez fissuré. Non, je pense que ça, c'est du théâtre. Alors, pour le coup. Bon, concrètement, vous revenez quand à l'Assemblée ? Écoutez, dès que possible. C'est-à-dire que moi, ma volonté était déjà de revenir. Je reviendrai vraisemblablement dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires. Je respecterai la décision collective qui a été prise dans un cadre démocratique bien poussé de la part de mon groupe, qui est de faire en sorte que je ne puisse pas siéger sur leur banc pendant une période de 4 mois avant de les réintégrer. Donc le plus probable, c'est que je sois en non-inscrit. Mais oui, mon intention est d'y retourner, d'abord parce que j'ai été élu au mois de juin dernier par 65% d'électeurs que, pour beaucoup, je croise tous les jours et qui me disent « Bon, maintenant, ça suffit, vous y retournez quand ?» Donc il est temps que j'y retourne. Le travail en circonscription n'a pas cessé. Ma permanence parlementaire a été ouverte quasiment tous les jours de cette période. J'ai moi-même eu de l'activité en circonscription. Justement, ces électeurs là dont vous parlez à l'instant de vos circonscriptions du Nord, pourquoi est-ce que vous ne leur demandez pas de trancher dans cette affaire ? Vous démissionnez, vous vous représentez immédiatement, l'élection a lieu. Vous ne pensez pas qu'ils ont été trompés, vos électeurs, lorsqu'ils ont voté ? Ils ne savaient pas tout de vous. Mais je crois qu'on peut appliquer cette phrase que vous venez de dire à l'ensemble des parlementaires. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Bruce Toussaint, laissez-moi le dire, raison pour laquelle j'appelle aussi à la prudence sur le sort qui m'est réservé. Parce que je vous le redis, je veux dire, ces 577 parlementaires, je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas des surfemmes et des surhommes. Attendez, ils représentent le peuple. Ils peuvent aussi avoir leurs failles. Et d'ici à la fin... Ne répondez pas à la question. Je vais vous répondre. Mais d'ici à la fin de ce quinquennat, il est tout à fait probable que l'on découvre des faits peut-être plus graves. Je vais même vous dire, Bruce Toussaint, dans les échanges que j'ai eus ces derniers mois, y compris avec des adversaires politiques qui ont eu parfois la sympathie de m'appeler, vous avez des gens qui m'ont raconté leur récit de vie et à qui je ne souhaite pas de moins d'avoir un conjoint qui, dans le cadre d'un divorce, intenterait quoi que ce soit contre eux. Bien. Parce que voilà, et donc je dis juste attention, encore une fois, à la gradation, à la proportion. Après, moi, je vous parle de la légitimité de votre mandat de député aujourd'hui, symboliquement même. Est-ce que, franchement, vous ne pourriez pas démissionner, comme je le disais, vous remettre face aux électeurs et leur demander si vous êtes, pardon de dire le mot, mais c'est le mot qui me paraît plus correct, digne d'être à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres manières de leur montrer ma dignité, Bruce Toussaint. De poursuivre le combat que je mène, de continuer, y compris à accompagner ces femmes qui s'adressent à moi. Il y a 1000 manières. Bruce Toussaint, si je faisais... Mais bien sûr que... En étant réélu, vous auriez une légitimité qui vous permettrait de reprendre votre travail normalement à l'Assemblée. J'ai été élu au mois de juin et ce n'est pas le fait d'avoir été sanctionné pour une faute qui date y compris d'avant cette période que ça me rend moins légitime à mon avis. Et c'est l'avis de beaucoup de gens que je rencontre dans ma circonscription. Pas de tous, et y compris celles et ceux qui ne m'aimaient pas hier ne m'aimeront pas davantage demain, c'est sûr. Mais moi, ce que je souhaite, c'est simplement pouvoir honorer ce mandat qui m'a été confié. Quant à la démission, Bruce Toussaint, évoquons-la puisque vous me posez la question. Que se passerait-il si demain je démissionnais, à votre avis ? Ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Vous pensez qu'on aurait une campagne dans de bonnes conditions, honnêtes ? Ou alors non, il y aurait peut-être des bus entiers de gens qui voudraient venir dans ma circonscription pour instrumentaliser cette situation contre moi. Non, si vous voulez, moi je veux bien prendre ma part, et je la prends, ma juste part, mais pas davantage. C'est ça que je viens de dire aussi, Bruce Toussaint. Donc, pour bien comprendre, votre arrêt maladie est terminé aujourd'hui ? Comment ça se passe là ? Parce que vous avez été arrêté pendant un moment. Je suis devant vous parce que je ne suis plus malade. Okay. Et quand j'étais en arrêt maladie, Bruce Toussaint... Ça a duré quoi, 2 mois ? Un peu moins. Un peu moins ? Quelques semaines. Mais c'était un véritable arrêt maladie. C'était pas un arrêt maladie de confort. Certains, y compris, je pense à l'un de vos confrères qui, sur une autre chaîne, a fait sa spécialité de m'envoyer des tweets tout à fait
détestable chaque jour, ont moqué cet arrêt maladie. Peut-être aurait-il bien inspiré d'entendre un médecin sur la situation que je vivais à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Expliquez-nous. C'est-à-dire que quand j'étais en arrêt maladie, Bruce Toussaint, j'étais vraiment malade et pas en état d'accomplir ma mission à cet instant-là. Et d'ailleurs, il y a des dispositions prévues à l'Assemblée nationale pour ça. Voilà. Maintenant, je ne le suis plus. Et mon souhait est simplement, et je n'en demande pas davantage, de pouvoir reprendre le cours d'une vie la plus normale possible et d'honorer ce mandat, y compris avec la lucidité qui consiste à dire que j'ai bien conscience qu'il n'est pas possible de le reprendre dans les conditions où je l'ai laissé. Je veux dire, Bruce Toussaint, la sanction contre moi, elle est quand même déjà importante et assez inédite. J'étais coordinateur d'un grand mouvement, la France Insoumise, je ne le suis plus. J'étais son principal porte-parole, je ne le suis plus. J'ai reconnu une faute, j'ai été condamné pour cela. Vos amis vous disent ne reviens pas avant le 13 avril. Et vous dites je reviens en janvier? Non, ils me disent tu n'es plus membre du groupe. Oui. Jusqu'en avril. D'accord. Enfin, mais Bruce Toussaint, c'est une façon de dire... Un peu de cohérence, parce que au-delà de mes électeurs qui ont droit d'attendre de leurs députés qu'ils siègent à l'Assemblée, les mêmes qui me disent ne reviens pas sont parfois ceux qui me disent regardez, il n'est pas là, mais il touche ses indemnités parlementaires. Vous imaginez un peu la contradiction? Ce qui est vrai malheureusement. Donc, il est plus... ce qui est bien le cas. Mais alors, encore une votre fois, arrêt maladie a été terminé, on ne vous a pas vu à l'Assemblée et vous avez touché votre, par contre, on m'a vu votre salaire de député. On m'a vu en circonscription, en revanche. Mais il est temps que je reprenne mon activité parlementaire. Je l'ai dit, je respecterai la décision collective du groupe. Je la respecte absolument. Ils ne veulent pas que je sois membre du groupe pendant 4 mois. Je ne serai pas membre du groupe pendant 4 mois. Mais je vais reprendre le chemin de l'Assemblée parce que c'est ce que beaucoup attendent de moi. Votre avenir, c'est quoi? Donc vous allez revenir en janvier. Ensuite, le 13 avril, vous pourrez réintégrer les bancs de la France Insoumise. Et ensuite? Mais ensuite, je serai parlementaire. Et d'abord et avant tout, Bruce Toussaint... j'ai à me reconstruire après cette épreuve aussi sur le plan personnel. Mais politiquement, si vous permettez, on a beaucoup parlé de votre... Je crois qu'à ce stade... de votre situation personnelle, mais... Je crois qu'à ce politiquement, quand vous allez croiser Olivier Faure, quand vous allez croiser Sandrine Rousseau, quand vous allez croiser tous ces gens, comment ça va se passer? Mais... Ils ne veulent pas de votre retour. Mais Bruce Toussaint, encore une fois, je n'ai tué personne, je n'ai violé personne, je n'ai pas de sang sur les mains. Ouais. J'ai reconnu, vous leur dites quoi, alors? J'ai reconnu une faute. Vous leur dites? J'ai reconnu une faute datée qui a été... mise en avant dans un contexte de divorce. Je pense que plein de gens pourraient connaître la même situation et je demande simplement la proportion. Voilà, c'est tout. Et je souhaite simplement pouvoir reprendre une activité parlementaire normale, mais je suis lucide. Je sais que qu'il s'agisse de ma vie privée ou de ma vie politique, tout est à refaire. J'en ai bien conscience. Souhaitez-vous redevenir coordinateur, porte-parole de la France Insoumise à terme? À ce stade, franchement, rien ne serait... raisonnable d'autre que de dire que je souhaite reprendre une activité parlementaire normale. Je n'ai aucune autre prétention. Gérald Darmanin a annoncé hier soir qu'il allait porter plainte pour diffamation après les propos que vous avez tenus dans La Voix du Nord, dans un entretien dans lequel vous évoquez une médiatisation qui ne serait pas due au hasard de votre affaire, des fuites, pour dire les choses. Voilà. Alors... qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Parce que maintenant, il y a une plainte pour diffamation. Et visiblement, vous n'avez pas de preuves de cela. D'abord, je voudrais recadrer les choses. J'ai lu toutes sortes d'articles absolument à côté de ce que j'avais dit depuis hier soir. Des gens qui prétendent que j'aurais dit que le ministre de l'Intérieur ou le ministère de l'Intérieur aurait orchestré toute cette affaire contre moi. Non, la question qui m'était posée précisément dans La Voix du Nord était celle des fuites dans la presse. Et j'ai d'ailleurs pris, moi, toutes les précautions d'usage, parce qu'en effet, s'il y a des rumeurs et plusieurs sources journalistiques qui me disent que ça a pu venir de là, moi-même, dans l'interview de La Voix du Nord, je prends la précaution de dire je ne peux pas accuser le ministère de l'Intérieur parce que je n'ai pas de quoi l'affirmer. Mais néanmoins, une réalité... C'est ce que vous avez fait. Non, une réalité, Bruce Toussaint, c'est que cette réalité, c'est que des journalistes m'ont dit que ça venait de là. Et j'ai précisé, moi, je ne peux pas l'affirmer. Donc moi, je ne souhaite pas diffamer. En revanche, je vois la réaction du ministre de l'Intérieur. Et je m'étonne que le ministre de l'Intérieur, dans ce cas précis, n'ait pas mieux à faire que de porter plainte contre moi. Je vais vous dire pourquoi. C'est une accusation qui est grave. Mais quand même, parce que si le ministre de l'Intérieur orchestre des fuites auprès de journalistes pour vous porter tort... Je n'ai jamais affirmé ça. Je n'ai jamais affirmé ça. En revanche, j'interroge... relisez-moi, vous verrez. En revanche, j'interroge Gérald Darmanin,
qui n'a pas l'air... Si vous permettez, on va écouter ensemble bien sûr. Gérald Darmanin qui s'est exprimé ce matin. On a compris ce qu'il disait, vous l'avez très bien répété. Vous direz ensuite ce que vous souhaitez lui répondre. Regardons ensemble. Oui, ses propos sont calomnieux. Il diffame gravement les agents du ministère de l'Intérieur, à commencer par les policiers, bien évidemment. J'imagine qu'il pense à eux. Ce qui n'est pas la première fois pour les élus de la France Insoumise, je le constate. Ils ont un problème manifestement avec la police. Mais enfin, attaquant ainsi les services de la police nationale, je déposerai plainte au nom des agents du ministère de l'Intérieur pour diffamation. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Gérald Darmanin donc ? Je crois que chacun appréciera le fait que le ministre de l'Intérieur, alors que j'ai pris toutes les précautions d'usage dans mes propos, soit très pressé de porter plainte contre moi, mais visiblement assez moins pressé de nous dire comment il y a pu avoir ces fuites. Comment se fait-il que le ministre de l'Intérieur, Bruce Toussaint, c'est le problème. Bruce Toussaint. Si visiblement il dit je ne suis pas au courant de ce que vous affirmez. Mon épouse est allée déposer une main courante le 7 septembre à 18h30. Dans les minutes, à peine les heures, qui suivait sa sortie d'un commissariat de quartier à Lille, le contenu de sa main courante se retrouve... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Bruce Toussaint, pour poser la question au ministre de l'Intérieur, qui a une responsabilité, parce que peu importe qui a fait ça, ça s'appelle la violation du secret de l'instruction au préjudice d'une victime. Pardon, Bruce Toussaint. N'importe quelle personnalité peut vous raconter la même histoire. D'accord. Et est-ce que pour autant... je le déplore. Mais merci. de là à dire, est-ce que pour autant il faut l'accepter ? Non. Fait cela. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Premièrement, ce n'est pas ce que j'ai dit. Certains le soutiennent. Mais Adrien Quatennens, vous savez très bien que si moi-même, demain, je suis flashé sur une autoroute à 180 km/h, ça sera public. C'est comme ça. Mais okay. Encore une fois, on peut le regretter. Mais là, c'est même pas pour moi. Vous dites, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est même pas pour moi. Moi, j'en fais mon affaire. Je veux dire, je suis un homme qui a des responsabilités publiques. Je peux venir m'en expliquer devant vous. Là, précisément, vous m'avez dit tout à l'heure que je refusais le statut de victime de mon ex-compagne. Non, au contraire. Quand cette femme va au commissariat de quartier de Lille, elle dit « Je ne souhaite pas qu'il y ait de suite médiatique ». Dans les minutes à peine, peut-être n'était-elle même pas encore rentrée au domicile, que le contenu de sa main courante est dans les salles de rédaction parisiennes. Donc plutôt que de porter plainte contre moi, qui n'est absolument pas diffamé, puisque je n'affirme rien, je souhaiterais que le ministre Darmanin m'accompagne plutôt et soit soucieux de la recherche de savoir qui a fait fuiter le contenu de ces mains courantes. D'autant plus que ces fuites ont été extrêmement sélectives, je vous l'ai dit, puisque quasiment tout ce qui était à charge contre moi a fuité, mais que tout ce qui pouvait au contraire rétablir un peu de vérité et pointer les incohérences de mon ex-compagne n'a pas fait l'objet de fuite. Adrien Quatennens, votre divorce n'est toujours pas prononcé ? Non, pas encore, puisque à l'heure où je vous parle, nous négocions toujours dans un cadre amiable qu'a voulu mon épouse. Ce qui signifie que d'autres révélations, entre guillemets, pourraient intervenir ? Non, c'est l'épilogue judiciaire dès lors que vous n'avez pas peur de cela ? Non, puisque il y a eu une enquête très complète, la justice a fait son œuvre et rapidement, et moi-même je n'ai pas souhaité porter plainte contre elle. Donc c'est l'épilogue judiciaire. Et maintenant, oui, il nous faut terminer ce divorce, et je souhaite que nous puissions nous accorder sur les conditions de la garde de notre enfant, parce que c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Et j'ai bon espoir que tout ça puisse s'apaiser et que même, pourquoi pas, dans quelques temps, on puisse, en tout cas autour de notre enfant, retrouver les conditions d'un dialogue à peu près serein, qui est rendu difficile aujourd'hui. Et je ne demande pas grand-chose, simplement, alors que tant de papas, dans les cas de séparation, acceptent la distance avec leurs enfants, sont peu investis, moi je ne demande qu'à pouvoir m'investir davantage auprès de mon enfant. Honnêtement, après cet entretien, dans lequel vous avez donné votre vérité, on pourrait se dire qu'elle aussi souhaiterait peut-être donner sa version des faits qui risquerait de différer de la vôtre. Bon, parce que vous avez eu des mots. Je pense qu'elle ne différerait pas beaucoup. Assez et puis, ce soir. Elle s'est déjà exprimée dans la presse, à l'AFP, et je pense que maintenant la justice a tranché toute cette histoire. Dans les gens qui vous disiez tout à l'heure, beaucoup de gens vous parlaient, vous conseillaient. Personne ne vous a dit prends du recul, Adrien. Mets-toi un peu à l'écart, quelques mois, peut-être un peu plus. Le temps de laisser passer l'orage, comme on dit. Honnêtement,
il y a de quoi être surpris par votre décision de revenir à l'Assemblée dès le mois de janvier. Mais Bruce, rendez-vous compte, ça fait depuis le mois de septembre que je n'y suis plus déjà. Personne ne vous dit cela autour de vous. C'est-à-dire que, étrangement, il y a beaucoup de gens, y compris qui sont vos confrères, qui disent le contraire. Ça commence à faire long maintenant. Et non, je suis resté plutôt sur la touche et d'ailleurs incapable de faire autre chose que cela pendant de nombreuses semaines, je vous l'ai dit. Mais j'insiste sur le fait que, et c'est vraiment le plus dur, c'est d'abord une épreuve personnelle. Je veux dire, l'aspect politique et médiatique, c'est un facteur aggravant, mais c'est d'abord et avant tout une épreuve personnelle. Hier matin, devant le tribunal de Lille, il y avait des associations féministes qui étaient réunies, qui ont eu des mots assez durs à votre rencontre, qui ont dénoncé votre attitude envers votre femme. C'est ce qui risque de se passer le jour de votre retour en janvier à l'Assemblée. Vous êtes prêt à affronter tout cela? Vous êtes prêt à assumer ça, cette dénonciation qui risque de devenir permanente dès que vous allez intervenir? Mais encore une fois, rendez-vous compte, j'ai reconnu une faute, on parle d'une gifle, j'ai été sanctionné pour cela, et quand vous me décrivez ce qui pourrait se produire, on a l'impression que j'ai commis des atrocités. Je pense qu'il y a vraiment une question de disproportion, et encore une fois, je ne minimise pas ce qui s'est passé. Je sais d'ailleurs, Bruce Toussaint, que si j'avais suivi les conseils qu'on m'a donnés de nier, sans doute je ne serais pas devant vous ce soir et peut-être même je n'aurais pas été devant la procureure hier. Donc à un moment donné, il faut aussi peut-être que cette démarche, sans qu'elle serve à me décorer ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet, mais puisse servir, qu'il puisse y avoir ce principe de gradation, sinon tout est impossible. Merci Adrien Quatennens. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir dans ce long entretien qui nous a permis à la fois d'évoquer votre situation personnelle mais aussi bien sûr votre situation politique. Vous nous annoncez ce soir sur BFM TV que vous serez de retour à l'Assemblée nationale dès le mois de janvier. Merci encore. Merci à toutes les équipes techniques qui ont rendu possible cet entretien ici à Paris. Et tout de suite, je donne la parole bien sûr à Yves Calvi.